Un des traits du colloque aussi important pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est le fait de faire une rencontre de champs disciplinaires. Et là, on voit bien comment est-ce que quelqu'un qui a une formation complètement différente de la nôtre, qui s'intéresse au corps, alors qu'hier, on était plutôt sur des champs disciplinaires liés à l'homme, à la sociologie, à l'espace, et on voit bien comment est-ce que ce regard peut tout à fait être très pertinent sur la question de la sacralité. On a vu aussi, là je fais une petite parenthèse, effectivement dans les images ont été présentés des espaces qui mettaient en scène une forme qui accompagnait le rite avec l'espace dédié aux thèses. Et dans cet espace-là, ça fait vraiment écho à ce qu'on a évoqué hier, des dispositifs de surélévation, de mise à distance, ces quelques marches, cette estrade qui fait qu'à un moment donné, il y a deux espaces, un espace plus profane et le moment de la sacralité, et celui où va se dérouler certains gestes et certaines actions et certaines paroles très spécifiques, là en l'occurrence la remise d'un diplôme. Aujourd'hui on est presque dans un espace inversé, c'est-à-dire l'espace le plus important est au centre, il est plutôt pas dominant mais plutôt en bas, donc c'est assez intéressant aussi de voir que l'architecture par des moyens complètement différents et assez variés arrive à accompagner cette sacralité. Je vais laisser la parole à Martin Julier-Coste, qui est docteur en sociologie, chercheur indépendant, formateur et conférencier, et qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être le président de séance sur les deux thématiques. La thématique de ce matin, mort et sacralité dans la société, et celle de l'après-midi, qui sera mort et espace numérique, donc en continuité, mais avec deux approches un peu différentes au niveau de l'espace, un espace qui se dématérialise quelque part. Je te laisse la parole, Martin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, merci d'être présents ce matin dans ce très beau cadre, effectivement. Voilà, je vais faire quand même un petit peu les remerciements d'usage, mais qui sont très clairement voilà, chaleureux et très sincères. En fait, merci beaucoup de nous inviter dans ces cadres, puisqu'on a pu être à l'école d'architecture hier et aujourd'hui ici. En fait, donc merci beaucoup à Annabelle de nous avoir invités, et puis à l'équipe organisatrice, puisque du coup, quand même, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Donc voilà, en tout cas, on est très bien accueillis. On vous remercie. J'en profite là d'avoir un peu le crachoir pour quand même manifester ça. Donc je serai donc du coup la personne qui va répartir un petit peu, en tout cas organiser, en tout cas essayer de tenter d'organiser le temps. Et alors, puisqu'on parle de la question du sacré, le sacré aussi balise et séquence la question de la temporalité auprès des vivants. Donc je vais essayer de respecter ce rôle-là qui m'incombe. Je vais présenter très rapidement les intervenants. On m'a demandé de faire un petit topo de départ quand même pour, voilà, pour mettre un peu en contexte cette journée. Je ne vais pas être très très long pour respecter le temps. En termes de temporalité, je me suis dit que ce serait intéressant, puisqu'on a la possibilité d'avoir du temps avec les intervenants et les intervenantes. On va s'organiser comme suit, si ça vous va. On va faire les deux premières interventions, avec après chaque intervention des temps d'échange et de débat. Ensuite une seconde intervention, et après la seconde intervention, on prendra vraiment 5-10 minutes simplement pour s'aérer un peu, prendre du soleil, un peu d'air, et revenir encore pour la troisième et dernière intervention de la matinée. Voilà, ça nous permettra d'être aussi un peu plus disponible aussi par rapport à la troisième intervention, si ça vous va. Donc je cadrerai ce temps. Qui suis-je pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Voilà, donc du coup Annabelle l'a dit, moi je suis docteur en sociologie et je me dis socio-anthropologue, à savoir que sur des sujets de cet ordre-là, ma discipline en doctorat est celle de la sociologie, mais j'ai dû me fader, me coltiner des historiens, des psychologues, des anthropologues, etc. Et une des disciplines qui m'a le plus parlé, c'est clairement la question de l'anthropologie. Donc sans vous faire un topo sur mes auteurs et mes dadas sur ces questions-là, il y a quand même 2-3 éléments où je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un petit peu mon socio-anthropologue, justement, pour un peu contextualiser la journée.
sans être un spécialiste du sacré, tout de même, la question du sacré vient dans les entretiens avec les personnes endeuillées, avec les personnes qui officient aujourd'hui les funérailles, les personnes qui pensent ces questions. Et je vais donner un peu 2-3 éléments quand même de contexte, puisque du coup, dans mon analyse, le sacré est toujours contextualisé. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas n'importe comment, avec n'importe qui, et il intervient toujours dans ce que je vais dire, dans un contexte. Et qu'effectivement, il ne suffit pas dans un auditorium ou dans une salle d'anatomie ou dans un temple ou dans un lieu dit sacré pour que le sacré survienne pour les personnes qui le vivent en fait. C'est pas parce que je participe à un rite funéraire que tout d'un coup je suis traversé par le sacré. Et que ça, c'est une dimension assez intéressante que je trouve intéressante d'amener aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a un cadre, il y a justement une architecture, une réflexion sur la spatialité, sur l'espace, sur la place, mais il y a des gens qui ressentent ces espaces-là et qui ressentent des choses de l'ordre du sacré. Et que ça, tant qu'on ne fait pas le lien entre les deux, pour moi, on n'a pas compris comment est-ce que ça se passe en fait. Il y a toujours du lien avec un espace, avec une temporalité, avec des événements, et que ça c'est une analyse très sociologique et anthropologique de comment est-ce que les gens parlent du sacré et comment est-ce que ça se manifeste à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'une personne, et qu'est-ce qu'elle a à dire de ces choses-là. Pourquoi est-ce que je parle de contexte? C'est qu'effectivement, je ne crois pas que je l'ai entendu tout à fait hier, mais je n'étais là que l'après-midi. Voilà, c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais nos sociétés ont complètement changé dans leur rapport à la mort, en fait. Et que du coup, on a souvent des réflexions qui sont tirées de comment est-ce qu'avant, éventuellement, ça pouvait se passer, ou comment est-ce que le sacré pouvait se manifester dans un avant un peu magnifié de comment est-ce que ça se passait il y a 100, 150 ans, 200 ans, et qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques éléments que j'aimerais rappeler très rapidement, qui pour moi changent justement le contexte dans lequel aujourd'hui le sacré éventuellement peut se manifester. En allant très rapidement, en fait, on est dans des sociétés, alors vous l'avez dit hier, mais qui sont urbaines. On l'a vu avec l'exemple de la Chine, on l'a vu avec plein d'autres exemples, où en fait nous sommes maintenant des urbains, comparativement à il y a 100, 150 ou 200 ans, où nous étions des personnes qui étions plutôt dans la campagne, dans des villages, etc. Et qu'aujourd'hui, évidemment, la manifestation du sacré ne peut pas apparaître et survenir de la même manière dans une ville qui fait 26 millions d'habitants, comme on a pu voir hier, en fait. Ou alors, comme dans une ville de Montpellier, la question de la densité urbaine et le fait que nous soyons nés plutôt dans un monde urbain change la donne. Nous naissons et nous mourrons également dans des univers médicalisés et hospitaliers. Et que ça aussi, ça change et ça déplace des questions de l'ordre du sacré, puisque du coup, le sacré a été et est aussi administré dans des grands moments de passage, dans des grands moments de vie de nos existences, que sont notamment la question de la naissance et de la mort, ou de la fin de vie et de l'accompagnement de la fin de vie, et que ces instants-là, ces grands moments existentiels-là, sont aujourd'hui, pour nous, on va dire dans l'hémisphère sud et en Occident, sont balisés et sont gérés par des professionnels. D'accord ? Des personnes qui ne sont pas estampillées avec justement ou consacrées ou légitimées par un savoir ou un pouvoir religieux ou qui revêtent forcément quelque chose de l'ordre du sacré, et que ce sont des professionnels qui encadrent des moments qui auparavant étaient, et qui le sont encore pour plein de confessions et plein de personnes dans le monde, qui sont des instants, en tout cas, qui manifestent des choses de l'ordre du sacré. Dans le même temps, en fait, en allant très vite là-dessus, puisque c'est pas l'objet, il y a quand même la question de la sécularisation de nos sociétés, très clairement, où effectivement l'institution religieuse a, en tout cas, une importance moindre dans nos décisions collectives, on va dire. Elle a toujours du poids et la question de la croyance est toujours très très présente dans nos sociétés. Pour autant, elle a moins d'importance dans les grandes décisions de la vie et aussi dans des choix politiques pour aller vite. Ça veut dire que nous étions dans des sociétés où la mort était aussi très clairement beaucoup plus présente dans nos vies au quotidien. C'est-à-dire que du coup,
avec la question, le progrès de la médecine et de la hausse de l'espérance de vie, nous étions à la naissance déjà baignés dans quelque chose de l'ordre du décès, du rapport à la mort, puisque nos parents avaient déjà vécu plusieurs fausses couches, nous étions éventuellement le deuxième ou le troisième enfant après quelques-uns qui étaient déjà décédés. Notre mère pouvait être morte en couche, etc. Je vais un peu rapidement, mais la mortalité infantile était particulièrement présente et nous étions aussi des personnes qui vivions beaucoup moins longtemps. Aujourd'hui, ce qui change dans le contexte, c'est qu'un enfant qui naît aujourd'hui a des personnes au-dessus de lui qui ont 80, 90 ans, voire 100 ans. Et qu'on est dans un contexte où, effectivement, dans le même espace-temps, il y a 4, 5, voire 6 générations qui se côtoient, alors qu'auparavant, on était beaucoup moins nombreux autour d'une même personne qui naissait. Ça change effectivement notre rapport sensible et notre expérience face à la mort et à la question du sacré. J'y viendrai sur la question du rapport au cadavre, puisque effectivement, aujourd'hui, il est presque commun de dire qu'une personne peut arriver jusqu'à 40, 50 ans sans voir un corps mort. Et que ça, c'est presque la norme. Si vous voulez, Michel Annus, qui était un psychologue qui a dirigé la Société de thanatologie, il le disait déjà dans les années 2000, en fait, il disait très clairement, voilà, une personne peut arriver à 40 ou 50 ans sans voir et sans être confrontée concrètement à la matérialité de la mort. Évidemment, il y a la question de l'animal, du rapport à l'animal, etc., mais un corps mort et de le sentir, de le voir et de le toucher éventuellement, ça c'est beaucoup moins présent dans nos vies. Ça ne veut pas dire que notre rapport à la mort n'est pas réfléchi, n'est pas représenté et que nous ne pensons pas que nous sommes mortels. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre du différent et éventuellement de la manifestation du sacré. Jusqu'à maintenant, je vous parle de la manifestation du sacré puisque du coup, une des grandes choses que peuvent nous apprendre notamment les anthropologues, c'est que le sacré advient notamment dans nos sociétés lorsque les vivants sont confrontés au corps mort. Et que dans une société, on ne fait pas n'importe quoi avec un corps qui est considéré désormais comme un cadavre. On ne peut pas faire n'importe quoi et que toutes les confessions l'encadrent, administrent ces temps-là, très clairement. Encore aujourd'hui, chez nous, vous ne faites pas une toilette mortuaire pour des musulmans ou pour des personnes de confession juive avec des professionnels. Vous laissez faire ça à leur communauté. Et sinon, ce sont des professionnels de la chambre mortuaire ou des pompes funèbres qui vont s'occuper du corps et qui sont aussi, eux, régis par un cadre très strict de « je ne fais pas n'importe quoi avec le corps ». Je ne sais pas si je parle un peu trop, donc je vais juste regarder le temps, oui, ça va. Et pourquoi est-ce que je vous parle de la question du corps? Puisque du coup, là, on l'a vu aujourd'hui et on est dans un auditorium d'anatomie. Même la médecine occidentale moderne ne fait pas n'importe quoi avec le corps, en fait, et considère que le corps est d'une certaine manière sacré et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Là, je fais un lien que je n'avais pas prévu de faire, mais voilà, il y a eu des scandales avant la pandémie en France sur la question de la gestion des corps qui étaient légués à la science, en fait, et comment est-ce qu'on les traite collectivement, et que ça ne passe pas, comme si c'était quasiment quelque chose de l'ordre de la transgression et d'un sacrilège, en fait. On ne peut pas faire n'importe quoi, même avec des gens qui donnent leur corps à la science, on ne peut pas les traiter n'importe comment. Et donc, du coup, la question du sacré advient pour nous des sociétés plutôt sécularisées et qui nous disons très loin de ces questions religieuses. En fait, on les traite, juridiquement parlant aussi, et en termes politiques, comme des choses et comme des personnes, finalement, qui méritent quelque chose de l'ordre du respect et du rapport au sacré. Je fais un lien aussi très clairement avec, on va dire, mes intérêts de recherche, mais très clairement, on a vu pendant la pandémie que la question du corps et du rapport au sacré était mise à mal, en fait, et notamment, par exemple, chez des soignants qui pouvaient être, par leur direction d'hôpital, par exemple, interdits d'effectuer la toilette mortuaire. Et cette toilette mortuaire, pour nous, dans nos sociétés sécularisées, revêt une importance et une symbolique très
très très forte, puisque cela fait partie de ce qu'on appelle les rites oblatifs, c'est-à-dire des rites qui à la fois retiennent encore un petit peu le mort dans l'espace des vivants et en même temps accompagnent le mort dans l'au-delà. Et les rites oblatifs, ça a un sens très religieux qui est à la fois la retenue du mort dans l'espace des vivants et l'accompagnement dans l'espace des morts, mais qui se retrouve aussi dans un espace plus sécularisé au sein des soignants qui, pour beaucoup, en fait, malgré les restrictions et malgré les interdictions de certaines directions de CHU, ont maintenu la question de la toilette mortuaire, comme si on leur enlevait ça, il y avait quelque chose de fondamental qu'on leur enlevait dans le travail qu'ils faisaient et qu'elles faisaient, et que ça, c'était absolument inacceptable. Donc elles ont traité aussi cette toilette mortuaire comme quelque chose de l'ordre du sacré et qui justifiait, malgré les restrictions, qu'on continue à le faire. Donc il y a toujours des jeux un petit peu comme ça avec ce que l'on va considérer comme quelque chose de l'ordre du sacré. Là, c'est une interprétation anthropologique de ce qu'ont vécu les soignants. Les soignants ne le traduisent pas nécessairement en ces termes-là. Ça, c'est moi qui pose ça derrière. Mais on voit bien que justement, le sacré peut advenir et survenir vis-à-vis du corps et toujours en lien avec une personne et, j'allais dire, pas une matérialité, mais soit un cadavre, soit un lieu, qu'il soit un lieu comme ici. Hier, on avait une présentation aussi du crématorium de Toulouse où on a pensé la question de comment est-ce que justement on va rendre un espace qui sera à disposition des personnes qui l'utilisent. Et que ça, c'est vraiment pour moi le sens de ma petite intervention là, c'est on ne peut pas penser la manifestation du sacré sans les individus que nous sommes. Et qu'effectivement, vous pouvez avoir un cadre magnifiquement bien pensé, un architecte qui a pensé ça super bien, etc. Si les personnes qui viennent participer à un moment qu'ils considèrent comme étant sacré, ça va fonctionner, il va y avoir quelque chose de l'ordre du sacré. Et en même temps, si la personne n'adhère pas à la proposition architecturale, à la proposition du cadre dans lequel il va vivre ces événements-là, le sacré n'advient pas nécessairement. Je vous dis ça, c'est que ça, ce sont des thèses, en allant un peu vite, de déplacement aussi du sacré, où il ne suffit pas de rentrer dans un temple et d'avoir un officiant religieux pour vous dire que c'est ce moment-là qui est consacré et que c'est à ce moment-là qu'on vit le moment sacré. Ça, c'est très présent dans le discours des personnes endeuillées que je peux recueillir. Ça fonctionne dans des espaces dits consacrés, confessionnels, et où on encadre le sacré. Et en même temps, aujourd'hui, comme on est dans une société dite individualiste, il y a quelque chose de l'ordre de non, le sacré va se manifester à travers moi de manière plus ou moins spontanée, ou dans des lieux que j'aurais choisis, ou dans des temps qui sont proprement très intimes et qui ne sont pas nécessairement visibles et ostensibles comme auparavant. Je vais m'arrêter là, mais c'était une petite présentation, donc j'espère que j'ai été à peu près clair sur ça. Je vais donner la parole aux intervenants où justement Laurent Haucher va justement nous décrire un petit peu comment est-ce que des individus d'aujourd'hui s'approprient des lieux de mémoire, donc des lieux qui se veulent sacrés, justement. Et on va voir si éventuellement ça fonctionne. Ensuite, une autre intervention avec un architecte, justement, sur comment est-ce qu'on peut penser aussi les espaces et les places en lien avec la question du sacré. Et enfin, pour la troisième intervenante, justement, la dimension juridique et comment est-ce que la question du corps, du transport du corps est aussi traitée juridiquement et comment est-ce qu'on encadre toutes ces questions-là. Donc je vous remercie pour votre attention. Je baliserai un petit peu le temps du débat, donc n'hésitez pas, aucun problème pour qu'on puisse échanger. En plus, on est en petit comité là ce matin. Je vais laisser la parole justement à Laurent Haucher, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université d'Orléans.